Jamais depuis que les États-Unis accueillent la Coupe du Monde 2026, aucune période n'avait atteint ce niveau de bruit médiatique que celui qui a entouré cet été particulier. Personne dans les instances dirigeantes du football ne s'attendait à ce que la semaine se déroule ainsi, et personne n'avait anticipé que l'homme qui s'était tenu côte à côte avec le président de la FIFA sur les photos officielles, à qui l'on avait remis le prix de la paix de la FIFA en décembre, à qui l'on avait offert un billet gratuit pour la finale de la Coupe du Monde dans le bureau ovale lui-même, allait utiliser sa propre plateforme pour démolir publiquement tout l'édifice. Le message a été décrit par IB Times UK comme un réquisitoire cinglant contre la cupidité de la Coupe du Monde. Il n'y avait rien de subtil là-dedans. Les prix des billets étaient prédateurs, les coûts avaient complètement dérapé. L'organisation pressait les supporters comme des citrons. Cette rupture très publique, entre deux personnes qui avaient passé près d'un semestre à présenter un front uni, a atterri sur les réseaux sociaux comme une allumette dans de l'herbe sèche. En quelques heures, c'était partout. Tweets, vidéos duos, pics, repartages. Les propres espaces de commentaires de la FIFA s'étaient remplis de variations de la même observation. Même les gens au sommet de la hiérarchie pensent que les prix sont aberrants. Et ce n'était que le dernier épisode d'une série de moments échelonnés sur 6 mois que la FIFA s'est trouvée dans l'impossibilité de contenir ou d'étouffer de manière significative. Pas une campagne coordonnée, pas un mouvement organisé avec une déclaration de mission ou un manifeste. Juste des millions de supporters de football individuels sur chaque plateforme, venant d'horizons totalement différents, arrivant exactement à la même conclusion et l'exprimant dans les mêmes termes. Quelque chose a sérieusement mal tourné avec cette Coupe du Monde. À la date du 31 mai 2026, 10 jours avant la cérémonie d'ouverture, passons en revue ce que cette histoire sur les réseaux sociaux ressemble réellement. Plateforme par plateforme, publication par publication. Et ce qu'elle nous dit sur la relation qu'entretient ce tournoi avec les personnes pour qui il était censé avoir été conçu. La publication qui a donné à la conversation en ligne son premier vrai point de référence n'est pas venue d'un journaliste, d'un homme politique, ni d'un footballeur célèbre. Elle venait d'un homme prénommé Muhammad Sapa. Il était directeur exécutif d'une organisation appelée Patriotic Vision, qui détient un statut de consultant spécial auprès des Nations Unies. En janvier 2026, il a posté quelques phrases sur X. Il avait acheté des billets pour la Coupe du Monde. Il annonçait qu'il les annulait. Sa raison tenait en un seul paragraphe. Il ne se sentait pas en sécurité. Il décrivait la possibilité d'être classifié comme une menace, sans charge, sans audition, sans procès, sans coup de téléphone, sans accès à un avocat. Ce message n'était pas un commentaire politique. C'était une décision personnelle, expliquée simplement et honnêtement par une seule personne. Et en quelques heures, il se répandait dans toutes les directions sur les réseaux sociaux du monde du football. Capture d'écran après capture d'écran, traduit en 6 langues différentes, partagé par des comptes allant de petites pages de groupes de supporters à des journalistes internationaux vérifiés. Parce qu'il énonçait à voix haute quelque chose qu'un nombre considérable de supporters de dizaines de pays, des gens qui nourrissaient des sentiments sincèrement complexes à l'idée de se rendre aux États-Unis en ce moment, reconnaissaient comme leur propre voix intérieure, trouvant enfin ces mots. À partir de ce moment, le paysage des réseaux sociaux autour de la Coupe du Monde 2026 a changé. La conversation ne portait plus seulement sur l'enthousiasme et les pronostics. Elle portait aussi sur la question d'y aller ou non, de faire confiance ou non, de croire ou non. Ce basculement n'était pas anodin. La Coupe du Monde 2026 était censée représenter un retour aux sources pour le football nord-américain. 3 pays hôtes, 48 équipes, 104 matchs, le tournoi le plus grand de l'histoire du sport. Les États-Unis avaient passé des années à construire vers ce moment. Et pour une part significative du public mondial, la question s'était discrètement déplacée de « Où vas-tu regarder ?» à « Est-ce que je devrais vraiment y aller ?» TikTok s'est emparé du contenu de contestation plus vite que toute autre plateforme. L'algorithme l'a amplifié avec une rapidité remarquable tout au long des premiers mois de l'année. Une vidéo TikTok montrant la plateforme officielle de revente de la FIFA avec un billet affiché à 1 499 985 $, le prix de vente le plus élevé sur la bourse à n'importe quel moment pendant la préparation du tournoi, a cumulé des millions de vues. La légende sur la plupart des versions était une variation de la même formule. Il ne cherche même plus à se cacher. Un autre format, qui n'arrêtait pas de devenir viral, était l'enregistrement d'écran. Des supporters assis devant leurs ordinateurs, commentant en direct leur tentative de naviguer dans le processus d'achat de billets.
le compte à rebours atteignant 0 avant que le paiement ne puisse être finalisé, la session expirant et les renvoyant à la file d'attente de la salle d'attente. Des places de catégorie 1 pour lesquelles ils avaient refait la queue pendant des heures, se révélant, à l'arrivée de l'email de confirmation, avoir été attribuées à une section complètement différente de celle qu'ils avaient donc sélectionnée. Brett Proseny a raconté exactement cette expérience à CNN. Des centaines de milliers de supporters l'ont reconnu immédiatement parce qu'ils l'avaient eux-mêmes vécu. Les données derrière la colère étaient bien réelles. Entre octobre 2025 et avril 2026, la FIFA a augmenté les prix des billets pour plus de 90 des 104 matchs. Les prix dans les 3 principales catégories de billets ont augmenté en moyenne de 34% au cours de cette période. Les procureurs généraux de New York et du New Jersey ont ensuite adressé une citation à comparaître à la FIFA sur ces chiffres précis, exigeant une documentation interne sur la manière dont ces prix avaient été fixés et comment les catégories de places avaient été définies et communiquées au public. La procureure générale du New Jersey, Jennifer Davenport, a décrit l'ensemble du processus d'achat de billets comme un parcours du combattant fait de confusion, de fausses raretés et de prix exorbitants. La procureure générale de New York, Letitia James, a émis la citation à comparaître conjointement, ciblant le comportement de la FIFA au MetLife Stadium d'East Rutherford, où 8 matchs de la Coupe du Monde sont programmés. Le département de la protection des consommateurs et des travailleurs de la ville de New York a rejoint l'enquête, son commissaire Samuel Levin, déclarant que les allégations de prix artificiellement gonflés et de pratiques manifestement trompeuses seraient traitées avec le plus grand sérieux. Ce n'était pas le type de langage juridique que l'équipe de communication de la FIFA avait préparé à 10 jours du coup d'envoi. Le moment qui a rendu l'histoire personnelle pour les supporters américains, le moment qui l'a rendue concrète d'une façon que les tableaux de prix et les files d'attente de billets n'avaient pas tout à fait réussi à atteindre, était un bref échange entre un joueur et son entraîneur. Timothy Weah, milieu de terrain de la sélection américaine et joueur de la Juventus, se préparant pour une Coupe du Monde à domicile sur sol américain. L'un des visages les plus reconnaissables de la génération censée rendre le football américain culturellement pertinent. Il a déclaré publiquement en mai que les billets étaient trop chers. Son entraîneur Mauricio Pochettino a balayé l'inquiétude d'un revers de main. Lui a dit de se concentrer sur le football, pas sur les billets. Ce rejet a produit une réaction que Pochettino n'avait manifestement pas anticipée. Les supporters américains ont inondé les réseaux sociaux de variations du même argument. Les joueurs qui ont grandi dans ce pays, qui représentent ce pays, qui sont censés être la raison pour laquelle ce tournoi a une résonance personnelle pour les supporters de football américain. Même eux disent qu'ils n'ont pas les moyens d'y assister. Et vous leur dites que ce n'est pas leur problème. Le clip de la réponse de Pochettino a largement circulé. Les commentaires n'étaient pas tendres. Il y a quelque chose dans le fait qu'un entraîneur dise à un joueur de ne pas s'inquiéter de l'accès au sport qui franchit une ligne précise avec les supporters. Et cette ligne a été franchie en pleine vue de plusieurs millions de personnes. Le 14 mai, la FIFA a confirmé les artistes pour le premier spectacle de mi-temps de l'histoire de la Coupe du Monde. Madonna, Shakira et BTS. La réaction sur les réseaux sociaux du football a été immédiate, et elle s'est nettement divisée selon une ligne de fracture visible tout au long de la préparation du tournoi. D'un côté, des supporters qui estimaient que c'était une extension naturelle de la présence du tournoi en Amérique du Nord, où le sport et le divertissement n'ont jamais été entièrement séparés. Le Super Bowl a un spectacle de mi-temps. La Coupe du Monde est désormais le plus grand événement sur sol américain. Il allait de soi qu'il y aurait un spectacle de mi-temps. De l'autre, des supporters qui estimaient que c'était le symbole le plus visible d'un tournoi qui s'était tellement éloigné de ce qu'est réellement le football qu'il importait désormais la structure du Super Bowl en bloc, emballant le sport comme vecteur pour toute autre chose. La formule qui est apparue le plus fréquemment dans les réponses critiques n'était ni dure ni grossière. Elle tenait en 4 mots « ce n'est pas du football ». Cette formule est devenue une sorte de hashtag sans jamais avoir été officiellement désignée comme telle. Posté sous l'annonce officielle de la FIFA, posté sous des clips de Gianni Infantino défendant le spectacle de mi-temps, posté sous des articles sur la tarification dynamique et les enquêtes des procureurs généraux. Les mêmes 4 mots utilisés par des milliers de personnes, fonctionnant comme l'expression partagée de quelque chose que les supporters individuels avaient du mal à formuler plus précisément mais ressentaient avec une clarté absolue. La controverse sur le spectacle de mi-temps a touché quelque chose que le débat sur la tarification des billets, malgré toute sa documentation, n'avait pas tout à fait atteint. La tarification est une question d'accès. Là, il s'agissait d'identité.
de savoir ce que ce tournoi est réellement et pour qui il est réellement organisé. Football Supporters Europe a donné une formulation institutionnelle à ces sentiments. L'organisation a décrit la FIFA comme ayant abusé de sa position monopolistique. Ils ont déposé une plainte formelle auprès de la Commission européenne. Ils ont utilisé l'expression trahison monumentale pour décrire l'écart entre ce qui avait été promis aux supporters en matière de tarification des billets et ce qui avait finalement été livré. Ce communiqué, largement partagé sur les réseaux sociaux des communautés de supporters en plusieurs langues, n'a pas été lu comme un langage réglementaire aride, mais comme la confirmation officielle de quelque chose que des millions de supporters postaient de façon informelle depuis des mois. Quelqu'un disposant d'une légitimité énonçait désormais formellement ce que les espaces de commentaires disaient de manière informelle. Les groupes de supporters aux États-Unis ont fait écho à ce sentiment. Les American Outlaws, le plus grand réseau de supporters de la sélection américaine, avaient adopté des prises de position publiques relativement mesurées tout au long des premiers mois de l'année. Mais la combinaison de l'enquête sur la tarification, des plaintes concernant les changements de catégorie de place et de la pression publique soutenue a produit un changement de ton. L'idée que des supporters qui avaient suivi cette équipe nationale à travers des années difficiles pour finalement arriver à une Coupe du Monde à domicile, se retrouver désormais exclus par les prix, n'était pas une abstraction pour des gens qui avaient passé des décennies dans ces tribunes. Voici un aspect de cette histoire qui mérite une attention particulière, car il modifie la façon dont on comprend l'ensemble du tableau sur les réseaux sociaux. Tout ce qui est devenu viral à propos de cette Coupe du Monde n'est pas exact. Une part significative du contenu qui s'est propagé le plus largement contient des affirmations qui n'ont pas résisté à l'examen. Une vidéo TikTok publiée fin mai 2025, qui a cumulé plus de 800 000 vues, affirmait que la FIFA faisait face à une crise logistique massive parce que des milliers de supporters et d'entraîneurs refusaient de voyager et que les États-Unis risquaient de voir le tournoi délocalisé. Le récit était dramatique et précis, mais Yahoo News et Snopes l'ont tous deux vérifié. Il n'y avait aucune preuve que la FIFA envisageait de déplacer des matchs. Les chiffres spécifiques cités, des milliers de refus confirmés, une procédure de délocalisation imminente, n'étaient pas documentées. Une autre affirmation qui s'est répandue rapidement en avril stipulait que le gouvernement américain interdirait l'entrée aux spectateurs de la Coupe du Monde sur la base d'une surveillance de leurs réseaux sociaux à la recherche de contenus antisémites et que des hommes politiques européens seraient bannis collectivement. IB Times UK a rapporté que c'était une exagération significative de ce qui avait réellement été annoncé. L'envoyé spécial américain pour l'antisémitisme a clairement déclaré que chaque individu est évalué individuellement. Les interdictions collectives par groupe décrites dans les publications virales ne correspondaient pas à ce qu'avaient annoncé les autorités. Et le message originel de Muhammad Sapa en janvier, celui qui avait déclenché la première vague de contenu sur l'annulation de billets, a fait l'objet d'une précision importante rapportée par Fox 4 Kansas City. Les personnes affirmant avoir annulé leurs billets faisaient très probablement référence à leur candidature dans le cadre d'un tirage au sort déjà clôturé avant leur publication. Une fois la fenêtre du tirage au sort fermée, il n'y a pas de candidature active à annuler au sens traditionnel du terme. Le message s'est propagé comme une vague d'annulation massive confirmée. Le mécanisme décrit ne correspondait pas vraiment au fonctionnement du système. Il convient également de noter ici les reportages antérieurs de Georgia Today sur la vague d'annulation plus large. Des affirmations circulaient, selon lesquelles près de 17 000 supporters internationaux avaient annulé leurs billets spécifiquement en raison de la politique d'immigration américaine. La vérification indépendante de ce chiffre restait limitée, et la demande mondiale pour le tournoi continuait à des niveaux historiquement élevés selon les propres données de la FIFA. Rien de tout cela ne signifie que les préoccupations sous-jacentes sont inventées ou exagérées. Les incertitudes liées au visa sont réelles et documentées. Les problèmes de tarification font désormais l'objet d'une enquête judiciaire active. Les plaintes concernant le changement de catégorie de place sont confirmées et précises. Le sentiment du mouvement sur les réseaux sociaux reflète des expériences et des craintes genuines qu'un nombre considérable de personnes ont réellement éprouvées. Mais l'écart entre ce qui est exact et ce qui se propage le plus vite fait lui-même partie de l'histoire. Parce que dans cet écart, la FIFA a trouvé à la fois ses critiques les plus dommageables et, à l'occasion, sa couverture défensive la plus efficace.
Quand une affirmation peut être vérifiée et trouvée défaillante, l'appareil de communication de la FIFA la pointe du doigt et qualifie l'ensemble de la conversation sur les réseaux sociaux de désinformation. Quand une affirmation tient, la billetterie de revente à 1 500 000 $, les reclassements de catégorie 1 à catégorie 2, les citations à comparaître des procureurs généraux, la FIFA ne dit rien du tout. Le silence sélectif et le démenti sélectif sont devenus une stratégie de communication à part entière. Une stratégie qui ne nécessite pas que la FIFA réponde aux questions qui ont pourtant des réponses. Ce que l'histoire des réseaux sociaux a produit, à 10 jours du coup d'envoi, c'est un tournoi qui existe simultanément en 2 versions parallèles. La version officielle, une demande sans précédent, 500 millions de demandes de billets, des projections de revenus records, le plus grand événement sportif de l'histoire de l'humanité. En Anse. Une célébration unique en une génération du jeu mondial arrivant dans le pays qui a passé des décennies à travailler pour mériter sa place à la table du football mondial. La version des réseaux sociaux, des prix que la plupart des supporters ne peuvent pas se permettre, des places qui ne correspondaient donc pas à ce qui avait été annoncé, un public international partiellement exclu par les restrictions de voyage et l'incertitude liée au visa. Une instance dirigeante désormais sous enquête judiciaire formelle à 10 jours seulement du début du tournoi. Ces 2 versions contiennent une part de vérité. La question est de savoir laquelle le tournoi lui-même, le football réel, une fois que ça commence, confirmera ou compliquera. Parce que les réseaux sociaux entretiennent une relation très particulière avec les événements sportifs en direct. Ils amplifient et montent puissamment les griefs dans la période préparatoire. Mais ils amplifient aussi puissamment la joie une fois que l'action commence. Un but véritablement extraordinaire, un résultat surprenant, un moment de brillance individuelle devant un stade comble, qui se souvient exactement pourquoi il était venu. Ces moments se propagent sur les mêmes plateformes qui ont transporté du contenu de boycott, parfois plus vite, parfois plus loin. Le moment définissant des réseaux sociaux lors de la Coupe du Monde 2022 n'était pas le débat sur les droits humains qui l'avait précédé. C'était le Maroc atteignant les demi-finales. C'était l'image des joueurs marocains se prosternant sur le terrain et leurs supporters produisant des scènes de couleurs et de bruit que le monde entier s'était assis pour regarder et avait genuinement ressenti. Ce moment n'a pas résolu la controverse autour du Qatar, mais il a occupé la conversation d'une façon avec laquelle la controverse ne pouvait pas rivaliser. Dans 10 jours, quelque chose va se passer à l'Azteca, qui va donner le ton sur les réseaux sociaux pour les 48 premières heures de ce tournoi. Un but, un arrêt, une atmosphère, un moment que le football produit quand il décide de rappeler à tout le monde pourquoi il compte encore. Que ce moment soit suffisant pour faire basculer la conversation loin de l'enquête, de la structure tarifaire et des hôtels qui ne se remplissent pas, ou que ce tournoi se soit trop engagé sur la voie qu'il a empruntée pour que le seul football puisse le ramener en arrière. C'est la question à laquelle les 6 prochaines semaines répondront.